Alors je sais pas si ça se voit, mais je suis complètement explosé. J'y suis depuis 8 heures ce matin et au moment où je tourne cette vidéo, il est à peu près 15 heures. Je me suis coltiné pas loin de 100 actualités autour de l'intelligence artificielle pour vous proposer cette revue complète. L'idée de cette vidéo, vous le savez, vous avez l'habitude si vous suivez la chaîne, eh bien ça va être de vous présenter toutes les informations liées à l'intelligence artificielle qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, et le programme est ultra costaud et passionnant à suivre. On va parler forcément de Sora et de l'évolution de la vidéo par intelligence artificielle. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. On va forcément parler aussi d'OpenAI, on va parler d'Elon Musk qui vient d'annoncer sa nouvelle IA, on va parler d'Apple, on a de nouveaux outils à décrypter et de nouvelles fonctionnalités à tester. Bref, comme je vous le dis, le programme est chargé et on y va dès maintenant. Alors faut que je m'échauffe, que je retrouve ma vivacité d'esprit, donc on va commencer par une news très facile à traiter, mais ça va être l'occasion aussi pour moi d'adresser un petit coup de gueule à OpenAI. On va parler des GPTs. Rappelez-vous, les GPTs sont sortis en fin d'année 2023, en novembre, et à l'époque, il y avait un truc qui vous avait bien plu et qui avait pas mal buzzé sur les réseaux sociaux, c'était la volonté d'OpenAI de rémunérer les créateurs de GPTs en fonction des niveaux d'utilisation de leur création. Et bien ça, en fait, on n'en a plus entendu parler jusqu'à hier. Ça y est, ça a été officialisé sur le compte Twitter d'OpenAI. Ce programme de rémunération des créateurs de GPTs est lancé, mais je l'ai souligné en rouge et je trouve ça vraiment très frustrant. Pour l'instant, c'est simplement en test auprès, vous le voyez, c'est bien noté, d'un petit groupe de créateurs américains. Donc autant vous dire que nous, en Europe et surtout en France, il va falloir qu'on soit très patient avant de gagner quelques centimes d'euros avec nos GPTs. Je vous tiendrai informé sur la chaîne dès qu'on aura du nouveau de ce côté-là. Et donc maintenant, on va pouvoir enchaîner avec les grosses actualités et sans doute l'une des plus importantes de la semaine qui concerne Amazon et Anthropic. Anthropic, c'est l'entreprise qui est derrière la solution Claude AI et les modèles d'intelligence artificielle Claude 3 qui sont très performants et qui buzzent pas mal actuellement auprès des utilisateurs. Et Amazon vient d'investir une nouvelle fois dans Anthropic. L'investissement total d'Amazon s'élève à 4 milliards de dollars. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Amazon avait déjà investi en septembre 1,25 milliard dans Anthropic et aujourd'hui, ils investissent à nouveau 2,75 milliards, ce qui fait un total de 4 milliards. Et donc, ce n'est ni plus ni moins que le plus gros investissement d'Amazon dans une entreprise tiers. Donc c'est quelque chose de vraiment très significatif. Et pourquoi du coup Amazon investit dans Anthropic, hormis le fait qu'il croit dans cette intelligence artificielle? Eh bien c'est pour intégrer toutes les IA d'Anthropic, donc notamment les modèles Claude 3, dans sa solution Amazon Bedrock. Et là, ça me fait clairement penser à la stratégie de Microsoft avec OpenAI. Si aujourd'hui Microsoft a investi aussi des milliards de dollars dans OpenAI, c'est pour pouvoir intégrer les solutions d'OpenAI dans sa suite Copilot. Et donc Amazon, eh bien, répète la même stratégie. Je trouve ça très intelligent, je trouve ça aussi passionnant à suivre. Que ce soit pour Microsoft ou Amazon, on est en droit de se demander ce qui va se passer une fois que ces deux grosses entreprises auront peut-être avancé dans la recherche et dans l'innovation d'un point de vue IA. Est-ce qu'ils auront toujours besoin d'Anthropic ou d'OpenAI, ou est-ce que c'est simplement une aide temporaire le temps qu'ils soient prêts? Ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir votre avis en commentaire sur ce sujet. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse news de la semaine. Et ce qui est intéressant quand on s'intéresse à Anthropic et notamment aux fonds qu'ils ont pu lever, eh bien on trouve des chiffres très impressionnants, car comme vous le voyez ici, juste en 2023, donc avant cette dernière levée de fonds d'Amazon, ils avaient déjà levé 7,3 milliards de dollars, ce qui en faisait à l'époque, donc toujours fin 2023, une entreprise valorisée à 18 milliards de dollars. Et là, clairement, maintenant, cette année, avec Claude 3 et Amazon qui renforcent sa position, elle est largement mieux valorisée sans aucun doute, donc ça peut ne pas vous parler comme ça. Donc je vous ai simplement mis à titre de comparaison un tableau des 100 plus grandes entreprises, des entreprises les mieux valorisées dans le monde, et donc clairement Anthropic est loin d'un Apple qui est valorisé 2700 milliards de dollars, donc 18 milliards contre 2700 milliards, il y a un sacré gap. Mais si vous creusez ce genre de classement, vous verrez qu'Anthropic est finalement classé parmi les plus grosses entreprises, les entreprises les mieux valorisées au monde, et ça c'est une réelle
performance quand on sait que Anthropic a simplement été créé en 2021 par d'anciens membres historiques d'OpenAI et que Claude AI, la solution qu'on a régulièrement évoquée sur la chaîne, n'a même pas encore un an. Ces chiffres donnent vraiment le tournis et les performances d'un point de vue IA sont juste là aussi incroyables. Vous le voyez dans ce classement que j'aime bien suivre pour mesurer les performances des outils d'IA qui existent. Claude 3 Opus, donc le modèle premium d'Anthropic, passe devant GPT-4. Claude 3 Sonnet, le modèle gratuit, est aussi devant l'ancien modèle GPT-4, donc quand même loin derrière le GPT-4 que nous utilisons actuellement sur ChatGPT, mais quand même Claude 3 Sonnet, sachant qu'il est gratuit, on peut plutôt l'assimiler à GPT 3.5 qu'on ne retrouve même plus dans les 13 premières positions juste ici. Et ce qui est hyper impressionnant, c'est Claude 3 Haiku. Claude 3 Haiku, c'est un modèle bien plus léger et bien moins coûteux que les autres et il se situe en 6e position dans ce classement et donc il est 6e sur 75. C'est vraiment impressionnant. Et pourquoi j'aime bien ce classement? Eh bien parce qu'il est basé sur des votes utilisateurs, contrairement à d'autres que vous pouvez voir de temps en temps qui sont des benchmarks en fait, qui sont généralement orchestrés par les entreprises qui sont derrière les IA elles-mêmes. Là, ce sont les utilisateurs qui votent. Donc c'est vraiment un reflet du ressenti qu'on peut avoir sur le terrain. Et donc si Claude 3 se situe en première position ici, eh bien, il va falloir qu'OpenAI réagisse rapidement si elle ne veut pas perdre sa position de leader de l'intelligence artificielle. Une autre news très importante cette semaine, eh bien, c'est la mise à disposition pour tous du modèle Gemini 1.5 Pro. Le modèle Gemini 1.5 Pro, c'est l'IA de Google qui vous permet de travailler dans différents formats de fichiers. Donc, on a le format image, vidéo, PDF, Excel, des dossiers complets. Donc, vidéo, c'est déjà un gros point différenciant par rapport au modèle d'IA qui existe actuellement, de pouvoir travailler avec ce genre de format. Et ce qu'il y a de bien avec Gemini 1.5, c'est qu'on peut travailler avec des contenus très important puisque nous avons jusqu'à 1 million de tokens en input-output, ce qui signifie que, voilà, qu'on peut traiter jusqu'à 1 heure de vidéo ou encore des contenus texte de plus de 700 000 mots, donc c'est assez incroyable. Et très honnêtement, j'ai fait un test sur la chaîne, vous l'avez juste ici, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous alliez voir ça. Les résultats sont juste incroyables. Donc comme Claude 3 Opus, Gemini 1.5 Pro est en train de surclasser GPT-4 sur tout un tas de tâches, vous le verrez dans ce test. Et ça, vraiment, c'est passionnant à suivre. Et ça va expliquer une décision d'OpenAI que j'avais pas compris, qu'on avait déjà traité sur la chaîne et sur laquelle on va revenir. Mais avant ça, je souhaitais vous remercier car vous le voyez juste là sur la chaîne, on vient de passer la barre des 90 000 abonnés. On était 5 000 tout début 2023, donc il y a 13-14 mois maintenant. Et là, on est dans la dernière ligne droite. On s'approche des 100 000 abonnés. Donc, si ce n'est pas encore fait, et vous êtes 70% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc, si vous cliquez tous sur le bouton s'abonner sous la vidéo, c'est gratuit. On devrait arriver très rapidement à cet objectif incroyable. Donc voilà, pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire et c'est donc aussi l'occasion pour moi de vous remercier, vous qui êtes là depuis longtemps maintenant, qui êtes présents sur chaque vidéo, qui mettez un commentaire parce que vous savez que c'est important pour le référencement de la vidéo, le développement de la chaîne, qui mettez des pouces, qui partagez la chaîne autour de vous. Merci à vous tous, ce qu'on fait ici, c'est incroyable et ça me motive vraiment au quotidien de vous partager, voilà, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'IA pour vous permettre d'en exploiter au maximum le potentiel. Et donc, ce que je vous disais précédemment, c'est que j'avais partagé ce short sur YouTube dans laquelle je partageais une fuite qui venait d'OpenAI et qui indique que GPT-5 va sortir d'ici cet été. Et très clairement, dans le short, vous pourrez aller le voir, je vous mettrai le lien dans la description également. Je suis surpris, en fait, je comprends pas cette news parce que j'étais convaincu, et c'était les informations que j'avais, que GPT-5 sortirait en fin d'année 2024. Et donc là, je me suis dit, mais pourquoi il se précipite autant? Eh bien, quand on couple cette news sur GPT-5 qui arrive cet été, et avec ce qu'on vient de voir, donc Claude 3 qui est en train de détrôner GPT-4, et Gemini 1.5 qui est disponible avec son million de tokens pour tout le monde, qui fait de la vidéo, etc., eh bien en fait, OpenAI n'a pas d'autre choix que de réagir dès maintenant. Et là, ça va être l'occasion pour moi de sortir ma boule de cristal et de vous faire une prédiction. Et là, j'ai envie vraiment que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire. J'ai l'impression que le scénario, il est déjà clairement écrit et qu'OpenAI
va droit dans le mur, en tout cas va s'exposer à des dangers assez importants. Pourquoi je vous dis ça? En fait, depuis le départ, OpenAI a bluffé tout le monde avec GPT 3.5, avec GPT 4, mais dès l'été 2023, il y a des concurrents qui sont arrivés, c'est juste normal. Et là, en fait, ce qui s'est passé, et Sam Altman a été viré en partie pour ça en fin d'année dernière, avant de revenir, c'est qu'OpenAI a pris peur et a commencé à sortir des fonctionnalités en bêta qui n'étaient pas prêtes, soit parce qu'elles n'étaient pas assez stables, ou soit parce qu'OpenAI n'avait pas suffisamment de ressources pour les proposer de manière optimale à tous les utilisateurs. Et donc ce qui se passe depuis ce moment-là, c'est que beaucoup d'utilisateurs ont des messages d'erreur, ont des baisses de performance sur ChatGPT parce que il n'y a pas assez de ressources pour avoir les résultats optimaux. On a même vu sur la chaîne que ChatGPT était bridé. Je vous mets la vidéo en haut à droite et elle sera là aussi en lien dans la description. Et donc tout ça, finalement, ça écorne ou ça écorche. Vous pourrez me dire ce qu'on dit en commentaire si je me plante ici. Ça écorche ou écorne l'image de marque d'OpenAI. Et donc là, j'ai l'impression que en fait OpenAI doit accélérer la sortie de GPT-5 parce que Claude 3, parce que Gemini arrive et parce que d'autres concurrents aussi arrivent à vitesse grand V, mais que du coup GPT-5, soit il ne sera pas totalement prêt et quand on va l'utiliser, déjà il faudra attendre parce qu'il y aura un déploiement progressif et on ne l'aura pas tous malgré le fait qu'on paye un abonnement, ça va en frustrer pas mal. Quand on va l'utiliser, il y aura des messages d'erreur et donc ça va en frustrer encore pas mal. Ou alors ce qui peut se passer, c'est que OpenAI sorte finalement un GPT 4.5 qu'il rebaptise GPT-5 en se disant d'un point de vue marketing, ça va bluffer un peu tout le monde et ça va nous permettre de reprendre le lead ou de garder un peu plus notre lead dans le paysage de l'IA et donc que nous, on soit déçus parce que le gap entre GPT-4 et GPT-5 sera plus petit que le gap entre GPT-3 et GPT-4. Donc bref, là j'ai vraiment l'impression, et c'est passionnant à suivre, mais c'est logique, dans un monde où on arrive avec une innovation, derrière les acteurs historiques ils vont vouloir riposter et donc on va être fragilisé forcément à un moment ou à un autre, mais voilà, j'ai l'impression que 2024 va être une année cruciale et très dangereuse pour OpenAI. Donc voilà, j'ai envie d'avoir votre avis en commentaire, lâchez-vous et je lirai ça avec curiosité et j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Une autre actualité que je souhaitais vous partager, c'est ce papier très intéressant, une étude d'Alibaba qui confronte GPT-4 à des analystes. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire réaliser des exercices à des analystes humains et à GPT-4 et de comparer les performances du coup des deux parties. Et en fait, ce qui se passe, et c'est assez intéressant, c'est que GPT-4 explose tous les stagiaires analystes, explose tous les analystes juniors. Par contre, il est largement dépassé par les analystes seniors. Vous pourrez voir tout ça en détail dans le tableau que vous avez sous les yeux et naturellement, toutes les sources de ce qu'on voit dans la revue d'actualité, je vous les partage sous la vidéo en description, vous avez l'habitude. Et donc moi, j'ai voulu comprendre, même si j'avais déjà mon idée, pourquoi du coup GPT-4 battait à plat de couture les stagiaires et les juniors, mais pas les seniors. Et en fait, ce qu'on nous dit ici, et c'est assez évident, c'est qu'en fait, les analystes seniors, ils ont une expérience qui leur permet de prendre des chiffres, de les comparer et de les intégrer dans un contexte pour faire les meilleures conclusions possibles. Et ça, c'est exactement le point qui pêche dans les solutions d'intelligence artificielle que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'IA, elle est bien faite, elle peut analyser un fort volume de données, mais mettre tout ça en perspective avec un contexte et avec peut-être des sentiments, des ressentis par rapport à des tendances, c'est juste impossible pour elle aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, ça va changer forcément à court ou moyen terme. Mais donc en fait, ça signifie bien que aujourd'hui et pour quelques années en tout cas encore, l'intelligence artificielle ne va pas prendre votre boulot. Et ça m'a fait penser à un article que j'avais vu déjà il y a un an qui relayait une interview de Richard Baldwin, un économiste au Forum économique mondial, qui disait justement, c'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre votre métier, mais ce sont les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle qui vont le faire. Et ça, cette phrase, elle illustre aussi bien l'intérêt de la chaîne et pourquoi aussi je fais autant de vidéos. C'est qu'aujourd'hui, si vous intégrez vraiment l'IA avant tout le monde, et si vous êtes là aujourd'hui à regarder ce genre de vidéos, c'est que vous êtes dans les premiers à intégrer l'IA dans votre quotidien, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Et c'est pour ça que c'est un enjeu majeur. Si on ne prépare pas les populations à l'utilisation de l'IA dans leur métier,
eh bien, ces populations-là vont droit dans le mur et vont perdre leur job. Donc voilà, ça c'est un point fondamental. Donc c'était une manière pour moi aussi de le souligner en relayant cette actualité du coup de l'étude qui a été réalisée par Alibaba avec les analystes. Et maintenant, eh bien, on va s'intéresser à Sora et plus globalement à la vidéo générée par intelligence artificielle. Parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses bluffantes cette semaine. Et en fait, ce que je voulais, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas vraiment creusé le sujet avant de tourner cette revue d'actualité, eh bien, c'était aussi de découvrir certaines vidéos avec vous qui ont pas mal buzzé sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez avoir ma réaction en live. Et donc, ce qui s'est passé cette semaine, vous le voyez juste ici, c'était en tout début de semaine, OpenAI a partagé du coup un document dans lequel il relaie des témoignages d'artistes et de réalisateurs de films qui sont en train de tester actuellement Sora pour avoir du coup leur ressenti. Et si vous analysez du coup la page qui est partagée par OpenAI, vous allez voir en fait que les témoignages sont tous unanimes. En fait, ils illustrent tous la qualité principale de Sora en expliquant que Sora, c'est pas une IA qui est faite pour reproduire le réel, mais que c'est plutôt une IA qu'il va falloir utiliser pour reproduire le surréel. Donc c'est ce qui est notamment expliqué ici. Voilà, Sora, c'est pas un outil puissant pour répliquer l'ancien, mais plutôt pour amener des idées impossibles à la vie. Donc c'est présenté ici dans ce témoignage de Paul Trio, qui est directeur de film. Et derrière, on a un autre retour de Shy Kids qui dit que voilà, le gros point fort de Sora, en tout cas ce qui nous excite en l'utilisant, c'est sa capacité à créer des choses totalement surréalistes. Et donc là c'est pareil, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je commence un petit peu à avoir l'habitude du marketing des outils d'intelligence artificielle et de la manière dont ils mettent en avant leurs solutions et parfois ils la survendent. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire Sora, ça va arriver, c'est assez incroyable et on va regarder quelques vidéos ensemble pour découvrir tout ça. Mais du coup, ouais, c'est un outil qui va être incroyable pour faire des choses totalement irréelles de science-fiction. Mais si vous voulez reproduire des choses réalistes, un peu comme DALL-E 3 finalement d'un point de vue photo, eh bien du coup, les performances seront un petit peu moyennes. Donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de nous marketer Sora et de nous positionner Sora comme une solution qui va faire des vidéos mais qui fera des vidéos surréalistes et que bah du coup en fait on l'utilisera pas pour reproduire des choses réelles et donc on ne verra pas ses manques en performance sur certains aspects. Et voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc maintenant, bah, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement regarder quelques vidéos, peut-être que vous ne les avez pas vues. Moi, je les ai pas du tout regardées. Voilà, je voulais vraiment checker ça avec vous. Celle-ci s'est lancée en automatique et je l'ai arrêtée à 1 seconde parce que je voulais vraiment la découvrir. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer voilà, une vidéo et on va regarder un petit peu voilà, le niveau de performance et vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors je vais pas regarder la vidéo jusqu'au bout, sinon celle-ci elle va durer une plombe et j'ai pas envie de vous perdre, mais j'ai été surpris du coup de voir le ballon arriver à la place de la tête, et c'est vrai que je me disais jusque là, j'ai failli vous le dire pendant qu'on regardait la vidéo, j'ai failli vous dire mais en fait ils nous disent qu'ils sont pas capables de répliquer le réel, pourtant cette scène du vélo a l'air vraiment très réaliste, voilà, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais ce qui est bien dans la vidéo qui est présentée ici, c'est qu'il y a quand même pas mal d'effets de texture voilà, dans la vidéo. J'ai l'impression, vous pourrez me dire si vous pensez la même chose, mais que quand on regarde cette vidéo là quand même à certains endroits on voit que c'est de l'intelligence artificielle, les rayons de la roue de vélo m'ont l'air un petit peu particuliers, les mouvements des mains, des bras etc pendant que la personne pédale ça m'a l'air assez étrange, mais voilà, en tout cas pour cette première vidéo on va s'en lancer une deuxième pour regarder ça tranquillement. Celle-là, je vais pas m'attarder dessus. Pourquoi? Parce que j'ai une news juste après qui est un peu dans le même esprit. Donc voilà, on pourra analyser ça tranquillement. Mais voilà, bon là pour l'instant, je suis pas bluffé par rapport à ça. C'est peut-être un peu trop artistique pour qu'on puisse voir le potentiel de Sora. Et puis bah du coup, là, on va regarder celle-ci et puis on va voir un petit peu ce que ça donne.
Alors là, ça c'est vraiment bluffant. Là, quand on voit ça, clairement, on pourrait avoir un spot publicitaire. Donc il faut quand même faire attention. Vous avez la musique derrière. D'ailleurs, j'espère que la vidéo ne sera pas strikée pour des questions de droit musical là-dessus. Au moins, je serai au courant. Ça, c'est la première fois que je mets de la musique dans une vidéo. Donc j'aurai l'info. Mais voilà, donc si on enlève un peu la musique du coup de cette vidéo, bah en fait, bon, elle est peut-être moins impressionnante, mais là, comme ça, mis en scène avec l'audio, on pourrait clairement penser à un spot publicitaire. Et si on est capable de générer ça uniquement avec un prompt ou plusieurs prompts, c'est quand même assez incroyable. Ce qui me permet de rebondir sur une actualité que vous avez peut-être vu passer, mais c'est le dernier clip de Big Flo et Oli. Donc là, je vais pas mettre de son parce que clairement ma vidéo serait strikée et je vais pas dévoiler beaucoup du clip. Mais en fait, voilà, ce clip, comme c'est présenté juste ici, Big Flo et Oli expliquent que du coup, ils ont partagé leurs paroles à l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle en a fait un clip en créant voilà, plus de 49 000 images qu'ils ont finalement mis bout à bout. Vous pourrez aller voir le clip, je vous mettrai le lien dans la description, mais si vous regardez, voilà ce que ça donne. Et du coup, ça me fait penser, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai arrêté la vidéo Sora de manière très très rapide. C'est dans le même style que ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur la page de Sora. Voilà, bon après... Vous me direz aussi si vous allez voir le clip, moi je l'ai regardé un petit peu en détail, je suis pas forcément fan du son mais j'aime bien la direction artistique qui a été prise là-dessus. Par contre, du coup vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression, ça se voit parfois, vous me direz, que ces photos elles ont quand même été retouchées par des humains et que du coup oui peut-être que l'intelligence artificielle les a créées, mais qu'ils ont dû passer pas mal d'heures à retravailler les choses pour que ce soit aussi fluide, etc. Bon là on voit bien que c'est de l'IA pour le coup, mais voilà, donc je souhaitais aussi vous partager cette news, et puis l'autre news, voilà, dans la vidéo il s'est passé des choses incroyables. Cette semaine, on a Agen, que vous connaissez sans doute si vous suivez la chaîne, parce qu'on en parle régulièrement sur ChatGPT avec les GPTs et avant les plugins tels qu'on les utilisait. Donc c'est une solution qui vous permet de générer des vidéos. Et là où c'est incroyable, en fait, c'est que maintenant, eh bien, ils sont capables de synchroniser vos lèvres pour faire dire tout et n'importe quoi à une personne qui est en train de se déplacer, qui est en train de bouger. Et donc ça, c'est pareil, c'est assez impressionnant. Regardez cette vidéo. Donc la personne, en fait, elle s'est filmée en train de bouger, en train d'évoluer dans un environnement. Le bruit que vous allez entendre derrière dans la scène, c'est vraiment le bruit de l'environnement. Mais par contre, le texte, il a été généré par l'intelligence artificielle et la voix, elle a été synchronisée au niveau des lèvres. Et regardez, c'est assez impressionnant. Today, we want to give you a peek into the future. You can use HeyGen to create UGC-style content, even while people are in motion or moving their hands. You can even hear the background noise. Voilà, donc c'est ce qu'il nous dit ici, on peut vraiment entendre même le bruit du coup de l'environnement dans lequel on est, et donc ça, c'est juste incroyable. Et là où Agen a été très très fort, je vous partagerai le thread pour que vous alliez voir les tweets en détail, mais c'est qu'en fait ils ont demandé à la communauté, là juste ici, de donner des idées de ce qu'on aimerait que la personne qui est ici, donc Nick, puisse dire, et du coup il y a des personnes qui se sont lâchées, et notamment il y a des personnes, je crois que c'est ici, qui lui ont demandé de dire, voilà, vous êtes en train de regarder le futur, et donc regardez ce que ça donne. The future. It's all around and all real. You're watching the future. It's all around and all real. You're watching the future. It's all around and all real. C'est juste incroyable, voilà ce qu'il est possible de faire. Et donc là, très très clairement, je pense qu'à court terme, on aura des solutions d'intelligence artificielle qui nous permettront finalement d'évoluer dans un environnement et de faire dire tout et n'importe quoi à une personne, nous-mêmes d'ailleurs, et c'est possible que du coup, on puisse demain se créer un avatar pour faire de la formation, pour faire du conseil, ou pour répondre à un service client par exemple. Voilà, c'est assez fou à suivre, et le potentiel est clairement énorme. Et donc comme ça évolue très très vite dans le monde de la vidéo par intelligence artificielle, je voulais vous souligner aussi cette news qu'on a reçue en tant que créateur de contenu sur YouTube, et donc une règle qui est apparue pour les créateurs de contenu et de vidéos sur YouTube. Maintenant, on a l'obligation de signaler quand on partage du contenu généré par l'intelligence artificielle. Donc on va devoir le signaler voilà, dans l'écran qui est juste ici. On devra indiquer yes si nos vidéos sont générées par l'IA. Et derrière, donc ce sera indiqué. Ici, vous avez le bandeau, ça sera indiqué sur une vidéo. Donc voilà, pour toutes les personnes qui créent aujourd'hui des chaînes sans montrer leur visage, avec que du contenu généré par l'intelligence artificielle, eh bien demain, si les choses ne sont pas signalées, je pense que ces chaînes vont être strikées. Donc voilà, c'était important. Je sais qu'il y a certaines personnes ici sur la chaîne parmi les abonnés qui créent du contenu par IA. Voilà, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais voilà, c'est une information que je souhaitais vous partager. Et donc maintenant, on va passer à une nouvelle solution d'intelligence artificielle qui s'appelle Databricks. Databricks, vous allez voir, c'est pas une solution d'IA qui brille par ses performances, mais elle brille
par ses performances dans un domaine très spécifique qui est le domaine de l'open source. Et donc aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, vous le voyez sur le graphe juste ici, qui est la plus performante dans le monde de l'open source. Donc elle a été comparée à Llama 2, le modèle de Facebook, Mistral AI, les modèles français qu'on aborde régulièrement sur la chaîne, ou encore Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Et là où c'est hyper bluffant, la solution, en plus des performances qui sont plus importantes que celles du marché, c'est qu'en fait, eh bien, leur modèle est 2 fois plus rapide que le modèle de Meta et qu'il est 40 fois plus petit que le modèle de Grok. Donc ça, c'est déjà assez incroyable d'un point de vue performance. Mais là où c'est juste incroyable, et c'est du coup le cofondateur et CEO Doug Inface qui nous le partage sur Twitter, comme vous le voyez juste ici, ce modèle d'intelligence artificielle, il a été entraîné en 2 mois à peine, avec 10 millions de dollars à peine. Alors c'est clairement beaucoup pour nous, le commun des mortels, mais ce qu'il nous dit ici, Clem, eh bien c'est que pour le contexte, ça a probablement coûté 10 à 20 fois plus à OpenAI il y a un an d'entraîner son modèle GPT-3.5. Tout ça pour dire et rebondir aussi sur ce qu'on disait précédemment sur les dangers auxquels vont être confrontés OpenAI, que les barrières à l'entrée parmi les outils IA vont être de moins en moins importantes et que donc des concurrents vont pouvoir arriver plus vite avec moins de budget et forcément OpenAI va être chahuté de ce côté-là. Et donc, hasard du calendrier ou pas, Grok, qui est une des solutions open source qui est comparée du coup à Databricks juste ici, eh bien évolue et Elon Musk l'a annoncé. Grok 1.5, donc on avait le Grok 1, et bien Elon Musk annonce sa nouvelle IA, Grok 1.5, qui va avoir une fenêtre contextuelle de 128 000 tokens, donc bien plus longue que celle qu'il a aujourd'hui, mais quand même 10 fois inférieure à celle de Gemini 1.5 et devra donc être disponible a priori, vous allez le voir, dès la semaine prochaine. Donc si vous souhaitez que j'en fasse un test, vous pouvez me le dire en commentaire et je le testerai du coup pour vous sur la chaîne pour vous donner mon avis. Et donc quand on regarde, voilà, d'un point de vue performance, eh bien finalement c'est pas le meilleur, c'est clairement pas le meilleur par rapport à ce que vous avez ici. GPT-4 va être meilleur à peu près que tous les autres sur le MMLU, sur le MAT et le GSM 8K que vous avez juste ici, donc qui sont les benchmarks que j'évoquais un tout petit peu plus tôt dans la vidéo. Et puis il y a Human Eval juste là qui lui est plus lié à la compréhension et au raisonnement de l'intelligence artificielle et finalement pour nous en tant qu'utilisateurs, vu les interactions qu'on a avec l'IA la plupart du temps pour lui poser des questions, pour lui faire créer du contenu par exemple, eh bien c'est ce cas, enfin c'est vraiment ce point Human Eval qui va plutôt être intéressant pour nous. Et donc là Grok 1.5 se situe à 74% de réussite sur ce benchmark contre 67% sur GPT-4 et donc le tableau il est hyper intéressant. Alors déjà pour les performances de Grok 1.5 qui évoluent clairement par rapport à Grok 1, et on va se le dire, on va être cash là-dessus, qui était nul. Donc Grok 1.5 sera meilleur, il sera meilleur que pas mal de solutions gratuites juste ici notamment, mais c'est une solution payante, il faut l'avoir en tête. Mais d'ailleurs, si vous vous intéressez à Claude 3, déjà vous voyez que Claude 3 est en train de massacrer tout le monde sur à peu près tous les benchmarks, notamment le Human Eval juste là, et que GPT-4 au niveau Human Eval, il commence à être derrière pas mal de solutions aussi. Donc c'est la raison pour laquelle aussi nous en tant qu'utilisateurs, on commence à être un petit peu blasé finalement de GPT-4 par rapport aux autres solutions. Donc GPT-4 est pas moins performant, il est même plus performant sur plein d'aspects, notamment des aspects mathématiques, des aspects de résolution de problèmes, etc. etc. Mais d'un point de vue raisonnement et d'un point de vue compréhension, il est derrière du Claude 3 Opus, il est derrière du Claude 3 Sonnet, donc le Claude 3 gratuit, il était derrière du Claude 2, il est très loin devant Mistral AI pour le coup, et il va être du coup derrière aussi Grok 1.5. Donc voilà, ça commence à faire, et je pense pour nous en tant qu'utilisateurs, il est temps d'avoir du nouveau du côté de chez OpenAI. Donc ce que je vous disais précédemment, Elon Musk nous le confirme juste ici, donc Grok 1.5 devrait être disponible dès la semaine prochaine, on pourra le tester, et ce qu'il nous dit juste ici aussi, c'est que Grok 2 est déjà en cours d'entraînement et qui devrait du coup éclater toutes les solutions actuelles d'intelligence artificielle. Donc voilà, on le dit et on le répète, ça aurait été le fil conducteur de la vidéo, OpenAI doit réagir parce que voilà, GPT-4 va se faire dépasser par tout le monde au fil des semaines et des mois à venir. D'autres news en vrac que je souhaitais vous partager rapidement, on a Intel ici qui confirme que Copilot AI pourra tourner en local sur les ordinateurs équipés de Windows. Alors il faudra que les ordinateurs soient ultra performants, mais ça c'est pareil, c'est une évolution, une accélération dans l'adoption de l'IA. Si
Copilot est directement intégré sur les ordinateurs Windows et qu'on peut l'actionner avec une touche qui sera présente sur notre clavier, beaucoup d'utilisateurs vont commencer à découvrir l'IA de cette manière-là. Et donc Microsoft, là aussi, va gagner des parts de marché. Et une autre news qui a été intéressante, que je n'avais pas traitée sur la chaîne, mais que je voulais vous montrer rapidement parce que je sais que vous êtes nombreux à utiliser Copilot, vous avez désormais la possibilité de modifier les images générées par DALL-E 3 directement dans Copilot. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas non plus dans ChatGPT, donc c'est un peu dommage. Je pense que ce serait très intéressant. Donc ici, j'ai demandé à Copilot de me générer une image d'un chat qui fait de la trottinette électrique dans les rues de Paris. L'image, elle est assez cool, je croirais voir mon chat avec un manteau et une vraie trottinette, c'est assez intéressant. Et donc, en cliquant sur les 3 petits points ici, je peux aller dans Edit in Designer et ça va ouvrir une fenêtre et je vous propose de la découvrir ensemble puisque j'y étais jamais allé. Donc, on va regarder ça tranquillement et vous allez voir. J'ai juste vu un aperçu en préparant la vidéo, ça a l'air quand même assez impressionnant. Donc, une fois que vous allez avoir cliqué sur Edit, en fait, vous allez arriver sur cet écran et vous le voyez, vous avez la possibilité d'utiliser différents filtres pour changer l'allure de la photo. Et ça ressemble beaucoup à Canva en fait pour les personnes qui utilisent Canva, je pense que vous allez reconnaître des choses juste ici. Vous avez la possibilité d'appliquer des filtres, vous avez la possibilité aussi de supprimer l'arrière-plan, on va cliquer dessus pour voir un petit peu ce que ça donne, juste là. Voilà, c'est assez impressionnant, c'est rapide et du coup c'est assez pratique. On peut derrière utiliser l'image de cette manière-là. Est-ce que si je fais un CTRL Z, ça fonctionne? Non, je ne vais pas pouvoir. Il y a peut-être un bouton pour revenir en arrière. Voilà, juste là. Donc je peux récupérer, je pense, l'image initiale. Je peux la rogner. Je peux sélectionner des choses. Voilà, peut-être que je peux sélectionner le personnage ou encore la tour Eiffel et la voiture. Bref, interface très complète et on a envie de voir ça sur ChatGPT. Donc est-ce que ça arrivera avec le GPT-5? Ça, je l'espère. Et puis pour finir cette revue d'actualité, il y a 2 news qui sont importantes. On continue de parler d'Apple, c'est assez incroyable. Apple a été très très calme jusqu'à ce début d'année et là, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait de la relation presse, donc des actualités sur les médias spécialisés, qu'il y ait des posts qui buzzent pas mal sur les réseaux sociaux, qui parlent de la mise à jour iOS 18, donc la prochaine mise à jour de l'OS d'Apple. Et donc en gros, ce qu'on nous dit, c'est que iOS 18, donc finalement le système sera sans doute plus important et évoluera encore plus que l'iPhone 16 lui-même. Donc ça, c'est assez incroyable. Et donc, ce qu'on nous dit, d'après Bloomberg juste ici, c'est qu'il y a quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver par rapport à l'intelligence artificielle sur l'iPhone, notamment la possibilité de créer des playlists intelligentes sur Apple Music. Et puis surtout, on aurait, ça se confirme vraiment de jour en jour, une nouvelle version de Siri qui serait dopée à l'intelligence artificielle. Donc ça, forcément, on le suivra sur la chaîne. Et on a encore eu ce tweet d'une personne, du responsable marketing de chez Apple, vous pourrez me corriger en commentaire, j'ai plus le terme exact en tête, qui nous dit vraiment que la keynote WWDC 24 qui se tiendra du 10 juin au 14 juin de cette année sera absolument incroyable. Et là c'est pareil, il se passe pas une semaine sans que des collaborateurs de chez Apple nous parlent de cette keynote, donc j'ai hâte de la suivre et je vous la relayerai également. Et voilà, donc on a beaucoup de choses à attendre du côté de chez Apple. Et l'autre point qui est assez essentiel, et je comprenais pas aussi une news qui était passée et qu'on avait relayée aussi ici qui disait que Apple justement était en train de négocier avec Google pour intégrer Gemini dans son iPhone, et c'est là que j'ai peut-être fait un petit peu le lien. C'est que Apple est aussi en train de discuter avec Baidu pour que Baidu intègre sa solution d'intelligence artificielle dans les iPhones en Chine. Parce qu'en fait, en Chine, il faut l'aval du gouvernement pour qu'une solution d'intelligence artificielle soit proposée au public. Et clairement, Apple n'aura pas cet aval. Donc s'il veut proposer l'IA dans son iPhone, il faut qu'il s'adosse à Baidu ou à une autre solution dans le même genre. Donc c'est là où je me suis dit peut-être que finalement Apple se rapproche aussi de Google pour attaquer des marchés qu'il ne pourrait pas attaquer avec sa propre intelligence artificielle. Et puis une dernière news et on en finira. Je vous l'avais dit, j'ai vraiment beaucoup travaillé pour faire cette revue d'actualité tellement il y avait de choses à dire. Voilà, on va conclure ce dossier complet avec cette dernière news qui est très très importante. Aujourd'hui, Nvidia, on le sait, a le monopole sur les puces qui permettent d'entraîner notamment toutes les intelligences artificielles. Donc bref, c'est un peu Nvidia finalement qui domine l'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'OpenAI, de Google, etc. Mais en fait, c'est Nvidia le vendeur de pelle dans cette révolution IA. Et donc c'est Nvidia finalement qui va peut-être gagner le plus d'argent. Mais donc, il y a une place aussi à prendre. Et là, ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, une coalition de plusieurs entreprises comprenant Qualcomm, Google et Intel, sont en train de travailler sur une solution alternative pour venir concurrencer Nvidia,
mais non pas sur le terrain de la puce, mais sur le terrain des logiciels. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, si Nvidia aussi a un monopole d'un point de vue puce, c'est que bien souvent, pour développer des solutions d'intelligence artificielle, eh bien, les seuls logiciels qui existent sont des logiciels Nvidia qui ne tournent que sur des puces Nvidia. Et donc, ce que voudrait faire cette coalition d'entreprises avec Google et Intel notamment, eh bien, c'est créer d'autres logiciels qui seraient ouverts à d'autres puces pour pouvoir, du coup, proposer de nouvelles solutions de ce côté-là. Donc, c'est très, très intéressant à suivre, ce monopole d'Nvidia. C'est un peu comme le monopole d'OpenAI. Beaucoup d'entreprises vont vouloir le récupérer et il faudra suivre tout ça de près. Voilà, j'en ai terminé avec cette revue d'actualité très, très, très complète. C'est peut-être même la plus dense que je vous ai partagée sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Alors, dites-moi en commentaire si c'est le cas, et puis dites-moi en commentaire quelles sont les actualités que vous avez préférées, et faites-moi part de votre réaction par rapport à toutes les actus qu'on a pu voir ici. Et puis, comme je le disais précédemment, on approche des 100 000 abonnés, donc voilà, lâchez-vous sur le bouton s'abonner, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup pour la suite de la chaîne. On se retrouve donc maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous repartagerai des actus, mais surtout des tutos, des astuces, des outils autour de l'IA avec toujours la même motivation. Et ça ne changera pas après avoir atteint les 100 000 abonnés, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et dans cette vidéo, on a vu beaucoup de ces opportunités. À très bientôt donc, ciao.